Le divorce a été rapide. Mon ex avait un avocat coûteux et je n'avais pas d'argent pour me défendre. Il a tout obtenu. Je suis parti avec 2 valises. Une seule adresse. Le chalet de mon grand-père. J'ai passé la première semaine à nettoyer et à pleurer. La 7e nuit, derrière un tableau qu'il avait peint, j'ai trouvé une enveloppe scellée sur laquelle était écrit « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti ». La cabane, un héritage inattendu. Le cadenas de la porte de la cabane était rouillé. Je me tenais là, dans l'obscurité, avec 2 valises et une lampe de poche achetée à une station-service 40 mètres plus tôt, et je ne pouvais même pas entrer. Je me suis assise sur les marches du porche et j'ai écouté le lac. L'eau clapotait contre le quai que mon grand-père avait construit quand j'avais 7 ans, le même quai où il m'avait appris à faire des nœuds et m'avait dit que la patience, ce n'était pas attendre, mais savoir ce que l'on attendait. Je ne le comprenais pas alors, et je ne suis pas sûr de le comprendre maintenant. Avant d'aller plus loin, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires. Et si vous avez déjà tout quitté, avec pour seul bagage ce qui tenait dans 2 valises, aimez et abonnez-vous, car cette histoire ne se termine pas comme vous le pensez. 2 semaines plus tôt, j'étais assise sur le canapé de mon amie Megan, attendant l'audience qui déciderait de la répartition des biens. Le divorce était déjà prononcé. Brandon avait déposé la demande, et je n'avais aucun moyen de m'y opposer, mais l'audience déterminerait qui obtiendrait quoi. Megan m'avait hébergé depuis le jour où j'avais quitté la maison. Elle ne s'était jamais plainte, ne m'avait jamais fait sentir comme un fardeau, mais je l'entendais au téléphone avec son petit ami la nuit, chuchotant sur la durée de cette situation. Je ne lui en voulais pas. Son appartement était petit, et ma présence rendait tout plus petit encore. Le jour arriva, palais de justice, 9 heures du matin. L'avocat de Brandon parlait le plus souvent. Le mien, que j'avais trouvé via un site d'aide juridique gratuite, car je ne pouvais pas m'en offrir un autre, était assis à côté de moi, feuilletant des papiers et vérifiant son téléphone. Brandon était assis de l'autre côté de l'allée, dans le costume que je lui avais choisi 6 ans plus tôt, le costume anthracite avec la fine rayure. Il avait belle allure, il avait toujours belle allure, et c'était en partie le problème. Votre honneur, mon client a été le seul soutien financier durant toute la durée de ce mariage, dit son avocat en ajustant sa cravate. La résidence, les véhicules, les comptes de placement, tout s'acquit grâce à son revenu et ses efforts professionnels. J'ai eu envie de me lever. J'ai eu envie de dire que, lorsque nous nous étions mariés, Brandon vendait des assurances depuis un bureau loué avec un climatiseur en panne, que j'avais fait des doubles quarts à l'hôpital pendant 3 ans pour qu'il puisse obtenir sa licence de courtier. Que lorsqu'il avait enfin commencé à gagner de l'argent, il m'avait dit que je pouvais démissionner, et je l'avais fait, car je l'avais cru quand il avait dit qu'il prendrait soin de nous. Mais mon avocat m'avait dit de ne pas parler. Il avait dit que le juge avait déjà tout examiné, que c'était « simple ». Simple, c'était le mot qu'il avait utilisé. Le juge a attribué à Brandon la maison que j'avais choisie, celle où j'avais peint chaque pièce moi-même, car nous ne pouvions pas nous permettre un entrepreneur à l'époque. Il a eu les 2 voitures. Il a eu le compte d'épargne, qui portait toujours mon nom, mais ne comptait en quelque sorte pas comme le mien. Il a eu le fonds de retraite. Il a eu la vie que nous avions construite ensemble. Et j'ai eu un chèque de règlement de 11 000 $ et une poignée de main d'un avocat déjà en retard pour son prochain dossier. Lorsque la liste des biens a atteint la cabane de mon grand-père, le juge a examiné les documents et a décidé qu'elle me revenait. Héritage direct reçu avant le mariage, jamais incorporé aux biens matrimoniaux. Brandon a levé les yeux au ciel, son avocat a haussé les épaules. Une vieille cabane au milieu de nulle part, personne ne s'en souciait. Je n'ai pas pleuré dans la salle d'audience, je me suis retenu jusqu'au parking. Puis, je me suis assise sur le siège passager de la voiture de Megan et j'ai regardé le tableau de bord jusqu'à ce qu'elle me demande si je voulais aller quelque part. Je n'ai nulle part où aller, ai-je dit. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, et la cabane de ton grand-père, près du lac? C'était vraiment le seul endroit qui me restait. Grand-père Arthur est mort quand j'avais 31 ans. Il m'a laissé la cabane, juste la cabane, rien d'autre. Ma mère avait levé les yeux au ciel à l'époque. Une cabane au fond des bois, l'avait-elle appelée. C'est ce que tu obtiens pour être sa préférée. Elle et mon oncle s'étaient partagé ses économies, ce qui n'était pas beaucoup. Personne ne voulait se disputer la cabane. Brandon n'avait jamais voulu y aller. Il disait que c'était trop loin de tout, trop vieux,
trop calme. À l'audience, quand le juge a dit que la cabane me revenait, il a ri à voix basse. Une cabane qui ne valait rien. C'était mon grand prix. Mais maintenant, c'était tout ce que j'avais. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici, conduisant 4 heures vers le nord avec tout ce que je possédais dans 2 valises, arrivant sur une allée de gravier plus recouverte de mauvaises herbes que de gravier, et me tenant devant une porte que je ne pouvais pas ouvrir. J'ai trouvé une pierre près du tas de bois. Il a fallu 6 coups pour briser le cadenas. La porte s'est ouverte et l'odeur m'a frappé, pain, poussière, et quelque chose en dessous que j'ai immédiatement reconnu, le cèdre. Grand-père Arthur gardait des blocs de cèdre dans chaque tiroir et chaque placard. Il disait que ça éloignait les mythes, mais je pense qu'il aimait juste l'odeur. Je suis entré. Le faisceau de la lampe de poche a balayé la pièce. Tout était exactement là où il l'avait laissé, le canapé à carreaux avec le coussin du milieu enfoncé, la bibliothèque qu'il avait construite lui-même, toujours pleine de livres de poche aux tranches craquées, la table de cuisine où nous jouions aux cartes, lui, moi. Et une tasse de chocolat chaud qu'il faisait toujours trop sucré. Les tableaux étaient toujours sur les murs. Il les avait tous peints lui-même, des paysages pour la plupart, le lac au lever du soleil, les bouleaux en automne, le vieux pont de pierre 2 miles plus loin. Ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre, c'étaient les siens. J'ai posé mes valises, me suis assise sur le canapé, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas le genre dramatique que l'on voit dans les films, plutôt un bruit que l'on entend dans une vieille maison la nuit, quelque chose qui s'installe, se déplace, trouve une nouvelle position. J'ai pleuré pendant 3 heures. Puis, j'ai trouvé le boîtier électrique, j'ai actionné les disjoncteurs, et la lumière de la cuisine a clignoté. La cabane était froide, poussiéreuse, et mienne. C'était la seule chose au monde qui était encore mienne. La première semaine a été une question de survie. Pas le genre romantique, pas le genre « femme se retrouve dans la nature », mais le genre moche. Le genre où l'on frotte la moisissure des carreaux de salle de bain à 2 heures du matin parce qu'on ne peut pas dormir et qu'on a besoin de faire quelque chose de ses mains. La cabane n'avait pas de chauffage. Le chauffe-eau mettait 20 minutes à produire quoi que ce soit au-dessus du tiède. L'épicerie la plus proche était à 30 minutes en voiture, sur une route sans signal cellulaire pendant les 15 premiers miles. J'ai mangé de la soupe en conserve pendant 4 jours d'affilée, car j'avais peur de dépenser le peu d'argent que j'avais. J'ai appelé ma mère le 3e jour. Elle a décroché à la 6e sonnerie. J'ai entendu parler du divorce, a-t-elle dit. Aucune question sur mon état, aucune offre d'aide, juste une déclaration, comme si elle confirmait un bulletin météorologique. Je suis à la cabane de grand-père. Silence. Puis, pourquoi? Parce que je n'ai nulle part ailleurs. Tu pourrais venir rester avec ton frère un moment, il a cette chambre d'amis. Mon frère Kyle ne m'avait pas appelé depuis 8 mois. La chambre d'amis dont elle parlait était son bureau à domicile. J'aurais dormi sur un matelas pneumatique entre son bureau et son rameur. Je vais bien ici, ai-je dit. Eh bien, une autre pause, ton grand-père t'a toujours couvé. J'ai raccroché. Les jours se sont estompés. J'ai nettoyé. J'ai réparé ce que je pouvais, le robinet qui fuyait dans la salle de bain, le loquet cassé de la porte arrière, la fenêtre de la chambre qui ne fermait pas complètement. Grand-père Arthur gardait une boîte à outils sous l'évier de la cuisine, tout était organisé et étiqueté de son écriture, tournevis cruciforme, tournevis plat, clé de 3/8, chaque outil à sa place, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un en ait besoin un jour. Au 5e jour, j'ai commencé à fouiller ses affaires. Non pas pour les jeter, je n'étais pas prête pour ça, juste pour les toucher, ses lunettes de lecture sur la table de chevet, son gilet de pêche sur le crochet près de la porte, une pile de lettres dans le tiroir du bureau, la plupart d'entre elles de moi, cartes d'anniversaire, cartes de Noël. Quelques vraies lettres que j'avais écrites pendant mes études. Il les avait toutes gardées. Le 6e jour, j'ai commencé à nettoyer les murs. J'ai essuyé les bibliothèques, les rebords de fenêtres, les cadres de ces tableaux. Il y en avait 9 dans toute la cabane, le lac au coucher du soleil, la forêt de bouleaux, le pont de pierre, un cerf au bord de la clairière, chacun signé dans le coin inférieur avec ses initiales, AH, je me suis arrêté devant celui au-dessus de la cheminée. C'était le plus grand, peut-être 60 cm sur 90. Une scène d'hiver, le lac gelé, les arbres nus, le ciel de cette nuance particulière de gris qui signifie que la neige arrive. J'avais toujours aimé celui-ci. Quand j'étais petite,
Je lui avais dit qu'il avait l'air froid, et il avait répondu, c'est parce que je l'ai peint la nuit la plus froide de ma vie. J'ai tendu la main pour essuyer le cadre et le tableau a bougé. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Je l'ai stabilisé à deux mains et j'ai senti quelque chose derrière. Pas le mur, quelque chose entre la toile et le mur. J'ai soulevé le tableau du crochet avec précaution et l'ai posé contre le canapé. Il y avait une forme rectangulaire scotchée à l'arrière du cadre. Du ruban adhésif d'emballage marron, jauni par le temps, maintenait une enveloppe craft à plat contre le bois. Mon nom y était écrit de son écriture. Pas Claire, mon nom complet, Claire Elizabeth Ashford. En dessous de mon nom, en plus petites lettres, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Mes mains tremblaient. J'ai décollé le ruban lentement, essayant de ne pas déchirer ce qu'il y avait à l'intérieur. L'enveloppe était scellée. Je pouvais sentir quelque chose à l'intérieur, du papier et quelque chose de petit et dur, une clé peut-être. Je me suis assise sur le sol avec elle sur mes genoux pendant longtemps. La cabane était silencieuse, le lac était silencieux, tout attendait. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une seule lettre pliée, une clé en laiton et une carte de visite pour un homme nommé Thomas Wilder, avocat, avec une adresse en ville, la même petite ville à 20 miles de là où j'achetais ma soupe en conserve. La lettre tenait sur une page, recto verso, de son écriture. J'ai lu la première ligne, ma chère Claire, si tu lis ceci dans la cabane, c'est que tu es revenu au seul endroit où je pouvais te laisser quelque chose que personne d'autre ne chercherait jamais. J'ai lu la lettre 7 fois. Je suis resté assis sur ce sol, le dos appuyé contre le canapé, et je l'ai lu jusqu'à pouvoir fermer les yeux et voir son écriture sur l'intérieur de mes paupières. Elle n'était pas longue. Grand-père Arthur n'était jamais un homme qui utilisait 10 mots quand 4 suffisaient. Mais chaque phrase avait du poids. Je t'ai vu te donner à des gens qui ne connaissaient pas ta valeur. Je l'ai vu avec ta mère, je l'ai vu avec l'homme que tu as épousé. Je n'ai pas pu l'arrêter. C'était la partie la plus difficile de t'aimer, savoir que tu devrais apprendre à tes dépens ce que tu valais. Il a écrit sur la cabane, comment il l'avait achetée en 1974 pour $12 000 avec l'argent qu'il avait économisé en travaillant à la papeterie. Comment tout le monde lui avait dit que c'était un gâchis, trop loin de la ville, pas de valeur de revente, mauvais investissement. Comment il s'en fichait, car la première fois qu'il s'était tenu sur ce porche et avait regardé le lac, il avait ressenti quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Puis la lettre a changé. Le ton a changé. Il a écrit sur la clé. La clé ouvre un coffre-fort à la First Heritage Bank sur Main Street à Millbrook, boîte 1177. Thomas Wilder, c'est tout. C'est la seule personne en qui j'ai eu confiance pour cela, et je te fais confiance pour aller le voir. Ne le dis pas à ta mère, ne le dis pas à ton oncle, ne le dis à personne avant que tu ne comprennes la situation dans son ensemble. Le dernier paragraphe, je n'étais pas un homme riche, Claire, mais j'étais un homme patient. La patience et le temps peuvent construire des choses que l'argent seul ne peut pas. Ce qui se trouve dans cette boîte n'est pas un cadeau. C'est une correction. Le monde t'a pris des choses qu'il n'aurait pas dû prendre. C'est ma façon de les remettre à leur place. Il a signé comme il signait ses tableaux, juste ses initiales, AH, je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit où il avait l'habitude de dormir, regardant le plafond, serrant la clé en laiton dans mon poing si fort qu'elle y avait laissé une marque. Un homme patient, c'est ce qu'il se qualifiait. Pas riche, patient. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Millbrook. Cela a pris 22 minutes. Main Street avait 4 pâtés de maison, une quincaillerie, un restaurant, un bureau de poste, et là, la First Heritage Bank, un bâtiment en pierre qui semblait être là depuis avant que la ville ait un nom. Je suis entré, la clé dans la poche de ma veste et la carte de visite à la main. La femme à l'accueil m'a regardé comme les employés de banque des petites villes regardent les étrangers, polis, mais déjà en train de cataloguer. Je cherche un coffre-fort, ai-je dit, la boîte 1177. Elle a cligné des yeux. Vous devrez parler à notre directeur. Puis-je avoir votre nom? Claire Ashford. Quelque chose a changé dans son visage. Pas de surprise exactement, plutôt une reconnaissance, comme si elle s'attendait à ce nom, mais pas à ce visage. Un instant, s'il vous plaît. Le directeur est sorti. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux argentés, lunettes de lecture poussées sur son front. Il m'a regardé longuement. La petite fille d'Arthur, a-t-il dit. Pas une question.
Oui. Il m'a dit que vous viendriez un jour, je ne savais juste pas quand. Il m'a tendu la main. Je suis Gérald. Je gère cette succursale depuis 31 ans. Votre grand-père était l'un de nos plus anciens clients. Il m'a conduit en bas. Le coffre-fort était au sous-sol, frais, silencieux, doublé de métal. La boîte 1177 était dans la 3e rangée, étagère du bas. Gérald m'a tendu une deuxième clé, la copie de la banque, et ensemble, nous avons tourné les 2 serrures. La boîte était plus grande que je ne l'attendais. À l'intérieur, un épais dossier, une deuxième enveloppe scellée et un petit carnet en cuir maintenu par un élastique. Je vais vous laisser un peu d'intimité, a dit Gérald. Il s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, il parlait de vous chaque fois qu'il venait, chaque fois. J'ai ouvert le dossier en premier. Le premier document était un acte, puis un autre, 7 actes au total, chacun pour une parcelle de terre différente, tout entourant le lac. 243 acres, achetés sur une période de 37 ans, à partir de 1978. Mon grand-père, l'homme qui vivait dans une cabane d'une chambre, peignait des paysages et conduisait un camion plus vieux que moi, avait discrètement acheté chaque parcelle de terre autour du lac. Avez-vous déjà eu complètement tort à propos de quelqu'un que vous pensiez connaître? Dites-le moi dans les commentaires, car j'étais sur le point de découvrir à quel point je m'étais trompé sur l'homme qui m'avait élevé. Le journal était la clé de tout. Je me suis assise dans une petite salle de conférence que Gérald m'avait laissé utiliser, et je l'ai lu de bout en bout. Ce n'était pas un journal intime, grand-père Arthur n'était pas de ce type. C'était un registre, date, montant, numéro de parcelle, note. Chaque achat documenté de son écriture soignée. 1978, 40 acres au nord du lac, $8 200. Le fermier avait besoin d'argent pour l'opération de sa fille. Prix juste, bonne terre. 1983, 22 acres à l'est de la route d'accès, $11 400. La banque allait saisir. Acheter avant qu'il ne puisse le faire. La famille ne sait pas que c'était moi. 1991, 35 acres, y compris la crête, $27 000. Utiliser l'argent de la vente de bois de la parcelle nord. Tout replanté. Il n'a jamais emprunté, jamais contracté de prêt. Chaque achat était fait en espèces, économisé au cours de décennies de travail à la papeterie, de vente de bois de chauffage, de petites exploitations forestières sur les terres qu'il possédait déjà. Il achetait une parcelle, la gérait, utilisait les revenus d'une partie pour acheter la suivante. Patient, méthodique, invisible. La deuxième enveloppe contenait une lettre de Thomas Wilder, datée de l'année de la mort de mon grand-père. C'était un résumé juridique de tout, la fiducie, les avoirs, les évaluations actuelles. J'ai lu le chiffre 3 fois. Puis j'ai posé le papier et j'ai pressé mes paumes à plat sur la table, car mes mains ne cessaient de trembler. 243 acres de propriété au bord du lac, dans une région qui avait connu un développement explosif au cours de la dernière décennie. La valeur estimée au moment du décès de mon grand-père, 4,2 millions de dollars. La valeur marchande estimée actuelle, selon une note ajoutée par Thomas Wilder, entre 7 et 9 millions de dollars, selon la façon dont les parcelles étaient vendues. Mon grand-père m'a laissé 9 millions de dollars en terre, et personne ne le savait. Ni ma mère, ni mon oncle, ni Brandon, ni le juge qui avait tout donné à mon ex-mari, car je n'avais ni bien ni revenu. Personne. Et il y avait une raison à cela. Tous les actes étaient détenus sous le nom de la fiducie, Hawkins Land Trust, et non sous le nom personnel de mon grand-père. Les taxes foncières annuelles étaient payées directement par la fiducie. Pour quiconque cherchait dans les registres publics, la terre appartenait à une entité. Personne ne la relierait au vieux Arthur de la cabane au bord du lac. Je suis retourné à la table et j'ai ouvert le journal à la dernière entrée, 2019, l'année précédant sa mort. Pas d'achat cette fois-ci, juste une note, le mari de Claire ne l'aime pas. Il aime ce qu'elle lui donne. Il y a une différence, et elle la prendra. Quand elle le fera, elle viendra à la cabane. Et quand elle viendra à la cabane, elle trouvera ceci. C'est pourquoi je n'ai jamais vendu. C'est pourquoi je ne lui ai jamais dit. Certaines choses ne peuvent être reçues que lorsque tu es prête à les porter. Je me suis assise sur le porche pendant longtemps. Le lac était calme, le ciel était gris, et les arbres sur la rive lointaine commençaient à prendre des couleurs. Toutes ces terres, chaque colline, chaque ligne d'arbre,
chaque étendue de rivage que je pouvais voir, et la plupart de ce que je ne pouvais pas, m'appartenait. Grand-père Arthur avait passé 37 ans à envelopper ce lac d'une forteresse tranquille, et il m'y avait placé à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai appelé Thomas Wilder. Son bureau était au-dessus de la quincaillerie sur Main Street, une pièce, un bureau, 2 chaises et des classeurs allant du sol au plafond. Il avait la fin de la cinquantaine, des tempes grises, le genre d'homme qui portait une cravate même quand personne ne venait. « J'attends cet appel depuis 3 ans, a-t-il dit. Asseyez-vous. Nous avons beaucoup à dire. Il m'a expliqué la fiducie. Mon grand-père l'avait établie en 2005, 14 ans avant sa mort. La fiducie détenait les 7 parcelles. J'étais la seule bénéficiaire. Les conditions étaient simples, la fiducie me serait transférée à la mort de mon grand-père, mais les documents ne seraient accessibles que par le coffre-fort. Aucune notification ne serait envoyée. Aucun avocat ne viendrait me chercher. Je devais la trouver moi-même. Il a dit que vous la trouveriez quand vous en auriez le plus besoin. Thomas a dit qu'il avait été très précis à ce sujet. Il ne voulait pas que vous l'ayez tant que les choses étaient confortables. Il voulait que vous l'ayez quand tout s'effondrerait. C'est un pari, ai-je dit. Et si je n'étais jamais venu à la cabane? Thomas s'est penché en arrière dans sa chaise. Il savait que vous viendriez. Il m'a dit, elle viendra. Cela prendra peut-être des années, mais elle viendra. Cette cabane est le seul endroit où elle s'est toujours sentie en sécurité. Il y a encore une chose, a dit Thomas. Vous n'êtes pas la seule intéressée par cette terre. Lakeview Development Group essaie d'acheter des parcelles autour du lac depuis 5 ans. Ils ont acquis la majeure partie des terres privées sur la rive ouest, mais les propriétés de votre grand-père l'arrivaient, la crête nord, le front de route d'accès, ils ont besoin de tout cela pour que leur projet fonctionne. Il a fait glisser une lettre sur le bureau. Elle provenait de Lakeview Development, adressée à la succession d'Arthur Hawkins, datée d'il y a 14 mois. L'offre était de 8,7 millions de dollars. Votre grand-père n'a jamais répondu, a dit Thomas. Moi non plus. Nous vous attendions. Je n'ai rien dit à personne. Cette première nuit de retour à la cabane après avoir rencontré Thomas, j'ai fait du café. Du vrai café. Et je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier ouvert devant moi. J'ai lu chaque acte, chaque évaluation, chaque correspondance de Lakeview Development. Et je n'ai dit un mot à personne. Ni à Megan, ni à ma mère, ni à mon frère. L'envie d'appeler quelqu'un, de partager, d'entendre quelqu'un halter et dire « Oh mon Dieu, Claire !» était forte. Mais quelque chose d'autre était plus fort. Une voix plus calme, celle qui ressemblait à mon grand-père, ne dis à personne tant que tu n'as pas compris la situation dans son ensemble. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. La mère de Brandon, Diane. J'ai laissé sonner 2 fois. À la 3e, j'ai décroché. Claire, chérie. Sa voix était chaleureuse. Elle était toujours chaleureuse, c'était le piège. J'ai entendu dire que tu étais à la petite cabane de ton grand-père. Brandon l'a mentionné. Il l'a mentionné. Il s'inquiète pour toi. J'ai presque ri, presque. Ah oui? Il sait que le divorce a été difficile pour toi. Il se sent très mal de la tournure que les choses ont prise. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Par la fenêtre, je pouvais voir le lac, mon lac. Le rivage qui s'incurvait vers l'est, mon rivage. La crête où les pins poussaient épais et sombres, ma crête. 9 millions de dollars de terre que l'avocat de son fils n'avait pas pris la peine d'examiner parce que ce n'était qu'une cabane dans les bois. Il se demandait, et c'est juste une question pratique, rien d'émotionnel, si tu serais prête à céder la cabane pour des raisons fiscales. Son comptable a dit qu'il pourrait y avoir des complications avec le règlement s'il y avait des biens non déclarés. J'ai posé mon café. La tasse a fait un petit bruit contre le comptoir. Diane, la cabane m'a été léguée par mon grand-père. Elle ne faisait pas partie du mariage. Elle ne faisait pas partie du règlement. Bien sûr, bien sûr. Il pensait juste, puisque ça ne vaut pas grand-chose et que tu y vis temporairement, je ne vis pas ici temporairement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'accord de règlement de divorce. L'avocat de Brandon avait été minutieux pour réclamer tout ce qui avait de la valeur. Mais le règlement excluait spécifiquement les biens prénuptiaux et hérités de « valeur négligeable ».
C'était la cabane. Cette ligne, valeur négligeable, était la faille dans le mur. Parce que ce n'était pas la cabane qui importait. C'était la fiducie qui importait. Et la fiducie avait été créée en 2005, héritée au décès de mon grand-père en 2020, 3 ans avant le divorce. Ce n'était jamais un bien matrimonial. Brandon n'en a jamais su l'existence. Son avocat n'a jamais posé la question. Le juge ne l'a jamais pris en considération. Cette parcelle, 243 acres. Tout cela légalement est complètement à moi. J'ai appelé Thomas Wilder cet après-midi-là. Je veux rencontrer Lakeview Développement, ai-je dit. Vous êtes sûr? Une fois que vous vous engagez, les choses bougent vite. Je suis sûr, mais je ne vends pas. Pas encore. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Et Claire, il y a autre chose que vous devriez savoir. Lakeview Développement n'est pas n'importe quelle entreprise. Leur principal investisseur est un groupe appelé Mercer Capital Partners. Leur directeur régional est un homme nommé Scott Kessler. Le nom ne me disait rien. Devrais-je le connaître? Probablement pas. Mais votre ex-mari, oui. Scott Kessler est le partenaire commercial de Brandon. La cuisine était silencieuse, le lac était silencieux, même les oiseaux s'étaient tus, comme si le monde entier s'était penché pour écouter. Le partenaire commercial de Brandon essayait d'acheter la terre de mon grand-père. La même terre dont Brandon s'était moqué au tribunal, la même terre que sa mère venait de demander que je cède. J'ai serré le bord du comptoir. Le marbre était froid sous mes paumes. Fixez la réunion, Thomas. J'ai passé les 3 jours suivants à me préparer. Thomas m'a apporté tout ce qu'il avait sur Lakeview Développement, dépôt d'entreprise, proposition de projet, registre public. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine et je l'ai étudié à la manière de mon grand-père, lentement, soigneusement, en prenant des notes dans les marges. Lakeview Développement avait assemblé des terres autour du lac pour un projet de complexe de luxe, terrain de golf, spa, condominium au bord de l'eau, marina privée. Investissement total projeté, 120 millions de dollars. Ils avaient passé les 4 dernières années à acheter des parcelles sur les rives ouest et sud. Mais la rive était la crête nord, la terre de mon grand-père, était la clé de voûte. Sans ces parcelles, ils ne pouvaient pas achever l'empreinte du complexe. Sans ma terre, leur projet de 120 millions de dollars était mort. Et Brandon savait. Il devait savoir. Je suis resté avec cette pensée un moment. J'ai laissé la colère monter, je l'ai laissé s'installer, puis je l'ai laissé se transformer en quelque chose de plus froid et de plus utile. Le jeudi, je me suis rendu au bureau de Thomas pour la réunion. Je portais les meilleurs vêtements que j'avais à porter, ce qui ne voulait pas dire grand-chose étant donné que tout ce que je possédais tenait dans 2 valises. Scott Kessler est arrivé exactement à 10 heures. Il était plus jeune que je ne l'attendais, début de la quarantaine, costume sur mesure, le genre de confiance qui vient de année à obtenir ce que l'on veut. Avec lui se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas. Yeux vifs, blazer gris, un porte-document en cuir sous le bras. Son avocate. Scott m'a serré la main et a souri comme les gens sourient quand ils pensent qu'ils sont sur le point de conclure une affaire. Claire, c'est un plaisir. J'ai entendu dire beaucoup de bien de la propriété de votre grand-père. De qui, ai-je demandé. Le sourire a vacillé. Il s'est vite repris, la terre parle d'elle-même. Son avocate a présenté l'offre, 9,4 millions de dollars pour les 7 parcelles. Vente nette, clôture en 30 jours, sans contingence. Il couvrirait même les taxes de transfert. C'était une offre solide. Il y a 6 mois, j'aurais pleuré devant un tel chiffre. Mais je n'étais plus cette femme. Parlez-moi du projet de complexe, ai-je dit. Il a parlé d'emploi, de revenus fiscaux. Je l'ai interrompu, et quelle est la valeur totale du projet à l'achèvement? Il a hésité. Le rendement projeté n'est pas vraiment pertinent pour l'évaluation du terrain. Pour moi, si. Scott s'est raclé la gorge. À l'achèvement complet et à la clôture des ventes, le projet est évalué à environ 340 millions de dollars. Et sans mes parcelles, je suis désolé, sans la rivet, la crête nord et le front de route d'accès, le projet peut-il avancer? Le projet devrait être considérablement restructuré. Restructuré signifie qu'il ne peut pas se réaliser. Je ne dirai pas, je le dirai. J'ai ouvert le dossier que Thomas avait préparé.
Votre étude d'impact environnemental fait référence au bassin versant de la rive et comme principal corridor de drainage pour le terrain de golf. Votre permis de marina spécifie la crique nord qui se trouve sur la parcelle 4, et votre dérogation d'accès routier dépend d'un front de route qui appartient à la parcelle 7. Sans ces 3 éléments, vous n'avez pas de projet, vous avez une idée coûteuse. La pièce était très silencieuse. Le sourire de Scott avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus honnête, le regard d'un homme qui avait sous-estimé la personne assise en face de lui et qui ne le réalisait que maintenant. « Que proposez-vous » a-t-il dit. « Je ne propose rien. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'écoute. Quand je serai prête à parler, Thomas vous contactera. » Je me suis levé, lui ai serré la main, et suis sorti. Dans l'escalier, je me suis arrêté. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom. Quelque chose qui ressemblait à la première grande respiration après avoir été sous l'eau pendant très longtemps. Thomas m'a rattrapé sur le trottoir. Votre grand-père était assis dans la même chaise, a-t-il dit doucement. Même pièce, même table. 3 promoteurs différents sont venus le voir au fil des ans. Il les a tous écoutés. Jamais élevé la voix, jamais montré son jeu. Il m'a dit un jour, la personne qui comprend la terre gagne toujours, car la terre ne ment pas et elle ne part pas. Je suis retourné à la cabane, me suis assis sur le porche, et j'ai regardé le soleil se coucher sur le lac. Mon lac, le lac de mon grand-père. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Brandon, nous devons parler. Je n'ai pas répondu au message de Brandon cette nuit-là, ni le lendemain matin. J'ai laissé le téléphone sur la table de la cuisine, face cachée, et j'ai fait du café. Assise sur le porche, j'ai regardé le lac, et j'ai pensé à ce qu'aurait fait mon grand-père. Il aurait attendu. Alors j'ai attendu. Le 2e message est arrivé le jour suivant. Claire, je suis sérieux. Je dois te parler. C'est à propos de la cabane. Le 3e est arrivé 12 heures plus tard. Je sais que tu es en colère, mais c'est plus grand que nous deux. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai appelé Thomas. Votre grand-père disait toujours, quand quelqu'un commence à envoyer des SMS pour quelque chose qu'il pourrait gérer au téléphone, c'est parce qu'il a peur d'entendre la réponse. Et quand ils arrêtent d'envoyer des SMS et se présentent à la porte, c'est parce qu'ils ont peur de n'avoir aucune réponse du tout. Brandon est arrivé un samedi matin. J'étais sur le porche avec du café et l'un des livres de mon grand-père, un roman policier des années 80 avec une tranche si usée que les pages tombaient toutes seules. J'ai entendu la voiture avant de la voir, un SUV noir se garer sur le chemin de terre. La porte s'ouvrait, des pas sur le gravier. Il s'est arrêté au bas des marches du porche. Il était différent. Pas son visage était le même. Le même visage qui m'avait fait croire pendant 12 ans. Mais la façon dont il tenait son corps, tendu, calculé, la posture de quelqu'un qui avait répété ce qu'il allait dire. « Je peux monter » a-t-il demandé. « Le Porsche est à moi, donc c'est à moi de décider. » Il est monté, s'est assis dans le fauteuil à bascule que mon grand-père avait fabriqué à la main. « Tu vas bien » a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une gorgée de café, j'ai attendu. « Écoute, je sais que les choses sont devenues difficiles. Les avocats, le processus, tout ce cirque. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé. Oui, ça s'est passé. Et je suis désolé. » Il n'était pas désolé. Je pouvais le voir à ses épaules, trop rigide pour quelqu'un qui s'excuse vraiment. Les gens qui sont vraiment désolés s'adoucissent. Il était dur comme du béton. « Qu'est-ce que tu veux, Brandon ? » Bien. Je vais être direct. Je suis au courant du projet de développement au lac. Je sais que Lakeview veut cette terre, et je sais que tu les as rencontrés. Comment le sais-tu ? Il a hésité. Juste un instant. Trop rapide pour que la plupart des gens le remarquent. Mais j'avais été marié à cet homme pendant 12 ans. Je connaissais chaque micro-expression. Cette hésitation signifiait qu'il était sur le point de mentir. Scott me l'a dit. Nous sommes amis. Il a mentionné qu'il avait rencontré la propriétaire et que le nom était Ashford. Ami, pas partenaire. Ami, il a choisi ce mot avec soin.
C'est donc une réelle opportunité, Claire. Nous parlons de millions, et je pense que nous pouvons arranger cela d'une manière qui nous profite à tous les deux. J'ai posé le café sur la table en bois que mon grand-père avait poncé à la main. Le son de la tasse contre le bois était sec et définitif. Brandon, tu as eu la maison, les voitures, les comptes, le fonds de retraite, tout ce que j'ai aidé à construire pendant 12 ans, et maintenant tu te présentes sur le porche d'une cabane que tu as appelée une cabane et tu me proposes de l'aide. Tu essaies de te mêler d'une affaire à laquelle tu n'as aucune part, parce que tu sais que sans cette terre, le projet de ton partenaire n'existe pas. Son visage a changé. Le masque est tombé pendant une demi-seconde. Et ce qu'il y avait en dessous, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la surprise. C'était de la peur. Une peur financière pure et simple. Scott Kessler n'est pas ton ami, ai-je dit. C'est ton partenaire commercial chez Mercer Capital Partners. Je le sais. Thomas Wilder le sait. Et maintenant, tu sais que je le sais. Il est resté figé. Le fauteuil à bascule de mon grand-père a grincé dans le silence. Va-t'en, Brandon. Il s'est levé, a ouvert la bouche, l'a refermée, a descendu les escaliers. À mi-chemin de la voiture, il s'est arrêté et s'est retourné. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, a-t-il dit. Cette affaire est plus grande que tu ne le penses. Je sais exactement à quel point elle est grande. 340 millions de dollars à pleine réalisation. J'ai lu le prospectus. Il est devenu blanc, est monté dans la voiture, a descendu le chemin de terre sans regarder en arrière. Qu'auriez-vous fait? Dites-le-moi. Si c'était vous sur ce Porsche, l'auriez-vous laissé entrer? Laissez en commentaire ce que vous pensez qu'il devrait se passer ensuite. Le lendemain de la visite de Brandon, j'ai frappé à la porte d'une maison à environ un demi-mile de la cabane, le long du sentier qui longeait le lac, une maison blanche aux volets verts et un jardin qui avait encore de la couleur même en fin d'automne. La femme qui a ouvert la porte avait la soixantaine, des cheveux gris courts, des mains qui appartenaient à quelqu'un qui travaillait la terre. Elle m'a regardé un instant et, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, a dit, « Tu es Claire. » Comment savez-vous? Parce que tu ressembles exactement à Arthur quand il était jeune, et parce qu'il m'a dit que tu te montrerais un jour. Elle a ouvert grand la porte. Entrez. Le café vient de finir. Son nom était Ruth. Elle vivait dans cette maison depuis 28 ans. Elle et mon grand-père étaient voisins, amis, et je découvrirais lentement, complices d'une manière inattendue. Sa cuisine était chaleureuse. Ça sentait la cannelle et le bois brûlé. Il parlait de toi tout le temps, a dit Ruth. Pas d'une manière sentimentale, il n'était pas comme ça. Plus comme quelqu'un qui décrit un plan. Claire est intelligente, mais elle fait trop facilement confiance. Elle va devoir apprendre. Quand elle le fera, je devrais être prêt. Prêt pour quoi? Ruth m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Pour te laisser tout, sans que personne ne s'en mêle. Elle m'a raconté des choses que je ne savais pas. Que mon grand-père connaissait l'intérêt des promoteurs pour le lac depuis le début des années 2000. Qu'il avait refusé toutes les offres sans hésiter. Il disait que la terre était la seule chose que personne ne pouvait vous prendre devant un tribunal. Ruth a dit que l'argent disparaissait, que les biens matrimoniaux étaient divisés, mais qu'une terre héritée protégée dans une fiducie était la vôtre et celle de personne d'autre. Ruth, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête. Je suis toujours honnête, c'est mon pire défaut. Mon ex-mari Brandon, est-il venu ici avant? Avant le divorce. Ruth a arrêté la tasse à mi-chemin de sa bouche. Elle l'a reposée lentement sur la table. Une fois, il y a environ 5, 6 ans, tu n'étais pas avec lui. Il est venu seul dans une belle voiture, a marché sur la route, a regardé la propriété, a frappé à ma porte pour demander des informations sur la terre autour du lac. 5, 6 ans plus tôt, avant même que mon grand-père ne meure, avant le divorce. Il a insisté, a demandé spécifiquement à propos de la terre d'Arthur, combien d'acres, s'il y avait des restrictions environnementales. Je lui ai dit de parler au propriétaire. Il a dit que le propriétaire était le grand-père de sa femme, et que le vieil homme était difficile à traiter. Difficile à traiter. Mon grand-père, qui n'avait jamais élevé la voix de sa vie, difficile à traiter parce qu'il ne vendrait pas ce qu'il ne voulait pas vendre. Après son départ, a poursuivi Ruth, j'ai appelé Arthur et je le lui ai raconté. Tu sais ce qu'il a dit.
Ça a commencé. Ça a commencé. Et la semaine suivante, il est allé au bureau de Thomas et a fait les dernières modifications à la fiducie. J'ai tout compris d'un coup. Brandon n'avait pas demandé le divorce parce qu'il ne m'aimait plus. Il l'avait demandé parce qu'il avait besoin de me retirer de l'équation. Il s'était dit que s'il prenait tout et me laissait sans rien, je vendrais la cabane et la terre par désespoir. Et puis Lakeview l'achèterait de moi pour une fraction de sa valeur. Mon grand-père l'avait vu venir avant moi, avant tout le monde, et il avait fermé toutes les portes avant que Brandon ne puisse en ouvrir une. Ruth m'a regardé fermement. Ton grand-père m'a demandé une faveur avant de mourir. Il m'a demandé de veiller sur la cabane. Si tu te présentais, de t'accueillir, mais de ne jamais te chercher en premier. Il a dit que tu devais venir seul. Pourquoi? Parce que si quelqu'un te le disait, tu en douterais. Si tu le trouvais toi-même, tu le croirais. Je suis retourné à la cabane, j'ai ouvert le journal de mon grand-père à la page 2019, j'ai relu la dernière entrée, mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. En dessous, en plus petites lettres, presque effacées, s'il vient avant elle, Ruth le saura. Si elle vient avant lui, la terre s'occupera du reste. La lettre de l'avocat est arrivée un mardi. Thomas m'a appelé à 8 heures du matin. Nous avons reçu un avis juridique. Brandon conteste la fiducie. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine. La tasse de café que je tenais s'est arrêtée en l'air. Pour quel motif? Que la fiducie aurait dû être divulguée pendant la procédure de divorce comme un actif potentiel. Qu'en ne divulguant pas l'existence de la fiducie, vous avez agi de mauvaise foi. Il demande à rouvrir l'affaire. Je ne savais même pas que la fiducie existait pendant le divorce. Je sais. Et c'est pourquoi son argument est faible. Mais faible ne veut pas dire qu'il disparaît. Si un juge accepte de rouvrir, cela pourrait prendre des mois, peut-être un an. Et pendant ce temps, toute négociation avec Lakeview serait gelée. C'est exactement ce qu'il veut, ai-je pensé. Pas gagner le procès, mais gagner du temps, m'épuiser. Je connaissais cette méthode. J'avais vécu avec pendant 12 ans. Brandon ne criait jamais, ne menaçait jamais directement. Il vous épuisait, vous drainait, transformait chaque décision en un labyrinthe, si fatigant qu'à la fin, vous étiez d'accord avec lui juste pour pouvoir respirer. Thomas, combien cela coûte-t-il de défendre cela? Si cela va au tribunal, entre 40 et 80 000 $. J'ai 11 000 $ sur mon compte. Et la terre, tant qu'il y a un litige juridique ouvert sur la fiducie, la terre est gelée. Elle ne peut pas être utilisée comme garantie. Elle ne peut pas être négociée. Elle ne peut pas générer de revenus. Aucune banque ne l'acceptera comme garantie avec un litige en cours. 9 millions de dollars de terre et je ne pouvais pas en toucher un centime. Brandon le savait. C'était le but. Me faire m'asseoir sur une fortune à laquelle je ne pouvais pas accéder jusqu'à ce que je cède. Mais je n'étais pas l'ancienne Claire. J'étais assise sur la chaise de cuisine de mon grand-père, regardant par sa fenêtre, entourée de sa terre. Et la terre ne ment pas, et elle ne part pas. J'ai rouvert le journal de mon grand-père. Cette fois, je suis allé au début, j'ai lu chaque entrée, chaque note. C'était un homme méticuleux, un homme qui avait planifié pendant 37 ans, un homme qui avait prédit que Brandon se présenterait avant moi. Avait-il prédit cela aussi? Page 47. Une note différente des autres. Pas de date d'achat, pas de montant, juste une instruction, s'il y a un défi juridique à la fiducie, Thomas a le protocole B dans le classeur gris, 3e tiroir, dossier vert. J'ai payé pour le meilleur. Tu n'auras pas besoin de payer à nouveau. Mon grand-père avait engagé une protection juridique préventive. J'ai appelé Thomas. Protocole B, classeur gris, 3e tiroir, dossier vert. Silence à l'autre bout, puis un rire discret. Pas d'humour, d'admiration. J'avais oublié, a-t-il dit. Votre grand-père m'a demandé de préparer ça en 2018. Un dossier de défense préventive complet. Des avis juridiques indépendants confirmant la séparation légale des biens. Des déclarations notariées selon lesquelles la bénéficiaire n'avait aucune connaissance de la fiducie. Une lettre d'Arthur lui-même expliquant pourquoi la fiducie était restée confidentielle. Est-ce que ça va tenir? Claire, votre grand-père a payé 3 avocats différents pour examiner cela. Un à New York,
un à Boston, un ici. Tous les 3 ont signé. C'est inattaquable. J'ai tenu le téléphone à 2 mains. L'horloge à pendule continuait de tic-tac. Envoyez la réponse à l'avocat de Brandon. Utilisez tout. Volontiers. Mon grand-père n'a pas seulement acheté la terre. Il n'a pas seulement créé la fiducie. Il a construit un mur juridique autour de tout et m'a laissé la clé. Patient, méthodique, invisible. Il savait qu'ils essaieraient, et il s'est assuré qu'ils ne pourraient pas réussir. L'avocat de Brandon a retiré la contestation 11 jours plus tard. Thomas m'a appelé avec la nouvelle un jeudi après-midi. J'étais sur le porche en train de peindre. Cela mérite une explication. 3 jours après l'arrivée de la lettre légale, pendant que j'attendais la réponse, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. Je suis allé au coin de la chambre de mon grand-père où il gardait ses fournitures, pinceaux, peinture à l'huile, 2 chevalets en bois, toile vierge appuyée contre le mur, tout était couvert de poussière, tout attendait. Je ne sais pas peindre. Jamais su. Enfant, j'étalais de la couleur sur du papier pendant que mon grand-père créait des paysages qui semblaient réels. Il ne me corrigeait jamais. Il disait juste, peins ce que tu vois, pas ce que tu penses que tu devrais voir. J'ai installé son chevalet sur le porche, ouvert les peintures, et j'ai commencé à peindre le lac. C'était terrible. Ça n'avait pas d'importance. Ils ont tout retiré. Le protocole B a fonctionné. L'avocat de Brandon n'a même pas essayé de répondre, il a juste déposé une demande de rejet. J'ai posé le pinceau. De la peinture bleue a coulé sur le plancher en bois du porche. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la fiducie est à vous. Pas de litige, pas de condition, personne ne peut la prendre. Et Lakeview? Ils ont rappelé, 3 fois cette semaine. Scott Kessler devient anxieux. Les délais du projet se resserrent. D'après les dépôts publics, l'approbation du financement expire dans 6 mois. S'ils ne concluent pas l'acquisition du terrain d'ici là, ils perdront leurs investisseurs. 6 mois. Mon grand-père m'a enseigné la patience. Mais il m'a aussi enseigné que la patience n'est pas attendre, c'est savoir ce que l'on attend. Je savais ce que j'attendais. Cette nuit-là, j'ai élaboré un plan, pas un plan de vengeance. Un plan pour ce que je voulais que ma vie soit à partir de ce moment-là. Je ne voulais pas vendre la terre. Mon grand-père avait passé 37 ans à la bâtir. La vendre effacerait toutes les décisions qu'il avait prises. Mes 243 acres de terre non utilisés ne payaient pas les factures. Sur la dernière page du journal, il y avait une phrase que j'avais lue auparavant, mais que je n'avais pas comprise, la terre est pouvoir, mais le pouvoir n'est pas de vendre. Le pouvoir est de décider qui l'utilise, comment il l'utilise et pendant combien de temps. Un bail, pas une vente. Je garderai chaque acre. Chaque acte resterait à mon nom, et Lakeview paierait le droit d'utiliser, non de posséder. Un contrat de 60 ans avec révision tous les 10 ans, revenu annuel garanti, contrôle total. J'ai appelé Thomas. J'ai une proposition, mais j'ai besoin que vous me disiez si elle est légalement possible. Il a écouté, posé des questions, et resté silencieux pendant presque 1 minute. C'est possible, et c'est exactement ce que votre grand-père aurait fait. Il a fait une pause. Mais Claire, je dois vous demander quelque chose. Non pas en tant que votre avocat, mais en tant que quelqu'un qui a connu votre grand-père toute sa vie. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir vendre et partir? Recommencer ailleurs. 9 millions vous donneraient une vie sans souci. J'ai regardé par la fenêtre. Le lac était sombre. Les étoiles commençaient à apparaître. Mon grand-père avait eu 37 ans pour vendre et partir. Il ne l'a jamais fait. Thomas est resté silencieux. Puis il a dit doucement, d'accord, construisons le bail. La réunion a eu lieu au bureau de Thomas un mercredi matin. Il avait plu toute la nuit, et l'air sentait la terre lavée et les aiguilles de pin. J'ai parcouru la route qui longeait le lac et, pour la première fois, j'ai regardé ce paysage non pas comme une femme perdue qui avait échoué là parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs, mais comme la propriétaire. Scott Kessler avait amené une équipe cette fois, son avocate, un analyste financier et un homme que je ne reconnaissais pas. Plus âgé, les cheveux complètement blancs, un costume qui coûtait plus que tout ce que j'avais dans mes 2 valises. C'était le directeur des investissements de Mercer Capital, le gros bonnet.
Thomas et moi étions assis d'un côté de la table, ils étaient assis de l'autre. 4 contre 2, mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, j'avais la terre. Merci d'être venu, ai-je dit. Je serai direct. Je ne vends pas. Vous avez refusé une offre de 9,4 millions. Nous pouvons renégocier le prix. Ce n'est pas une question de prix. La terre n'est pas à vendre. Pas un seul lot, pas un seul acre, à aucun prix. Alors, pourquoi sommes-nous ici, a dit Scott. Parce que j'ai une proposition alternative, un bail à long terme, 60 ans avec une clause de révision tous les 10 ans. Lakeview reçoit le droit d'utiliser les 7 parcelles. Je conserve la pleine propriété de la terre. J'ai fait glisser les pages sur la table. Thomas a expliqué les termes. L'homme aux cheveux blancs a lu chaque page, sans expression. C'est très inhabituel, a-t-il dit finalement. Mon grand-père était un homme inhabituel. Les investisseurs préfèrent l'acquisition pure et simple. Un bail crée de la complexité. De la complexité pour vous, de la sécurité pour moi. Vous comprenez que si vous refusez de vendre et que nous n'acceptons pas le bail, le projet se déplacera simplement vers un autre emplacement. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez 48 millions de dollars investis dans des terres sur les rives ouest et sud, qui n'ont de valeur que si le projet est ici. Vous n'irez nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas. Tout le monde à cette table le sait. Il m'a regardé longuement. Puis il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a ri. Un rire court, contenu, authentique. Votre grand-père savait choisir ses héritiers. La porte du bureau s'est ouverte. Tout le monde s'est tourné. Brandon. Il est entré comme s'il avait tous les droits d'être là. Costume bleu foncé, cravate, la même posture qu'il utilisait pour impressionner les clients. Mais j'ai vu ses yeux, vifs, nerveux, parcourant la pièce. Désolé d'être en retard, a-t-il dit comme s'il avait été invité. Vous n'avez pas été appelé à cette réunion, a dit Thomas en se levant. Je suis directeur chez Mercer Capital. J'ai tous les droits. Tu es mon ex-mari, ai-je dit. La pièce entière est restée immobile. Et tu as tenté de contester légalement la fiducie qui protège cette terre, ce qui te donne exactement 0 droit de siéger à cette table. Brandon m'a regardé, et j'ai tenu bon. Pas de colère, pas de tremblement, rien. Claire, Scott peut représenter Mercer. Tu ne peux pas partir. Scott a regardé l'homme aux cheveux blancs. L'homme aux cheveux blancs a regardé Brandon et d'un geste minime, à peine perceptible, il a secoué la tête. Brandon est resté figé pendant 3 secondes. Puis il s'est retourné et est sorti. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. Où en étions-nous, ai-je dit. L'homme aux cheveux blancs m'a regardé. Le bail. Je vais le soumettre aux investisseurs. Je vous appellerai dans 1 semaine. 2 semaines, ai-je dit. Je suis occupé. L'appel est arrivé 12 jours plus tard. Ils ont accepté. Thomas m'a donné les détails un après-midi tardif, assis sur le porche de la cabane. J'ai fait du café pour nous deux, comme mon grand-père le faisait, trop fort et trop sucré. Thomas a tenu la tasse à 2 mains et a regardé le lac. L'accord de bail a été approuvé par le conseil d'administration de Mercer Capital. 60 ans, révision tous les 10 ans. Revenu annuel fixe de 680 000 $ plus 2,3% des revenus bruts du complexe. La clause environnementale est restée intacte. La clause de réversion est restée intacte. Vous conservez tous les actes. Il y a encore une chose, a dit Thomas. Scott Kessler m'a dit que Brandon avait été renvoyé de Mercer Capital la semaine dernière. Conflit d'intérêts. La tentative de contester la fiducie pendant que l'entreprise négociait a été la goutte d'eau. Je n'ai rien dit. J'ai regardé le lac. L'eau était calme. Le soleil descendait derrière les arbres sur la crête nord. La crête que mon grand-père avait achetée en 1991 avec l'argent du bois qu'il avait coupé et replanté lui-même. Tu ne vas pas demander comment il va, a dit Thomas. Non. Thomas a hoché la tête, a pris une gorgée de café, n'a pas redemandé. J'ai signé le contrat un vendredi matin au bureau de Thomas. Pas de photographe, pas de fête, pas de champagne. Cet acte, un contrat de bail, mon nom sur chaque page. L'homme aux cheveux blancs, Richard Haye, m'a serré la main et a dit, si jamais vous voulez investir, cherchez-moi.
Merci, ai-je dit. Mais mon grand-père m'a appris à investir dans la terre. Je m'en tiendrai à ce que je connais. Je suis retourné à la cabane, me suis garé, me suis assise sur le porche. C'était l'automne maintenant. Les arbres étaient rouges et or. Le lac reflétait tout, les couleurs, les nuages, les pins sombres au sommet de la crête. Je suis entré, j'ai pris le chevalet, l'ai porté sur le porche, j'ai installé une toile vierge, j'ai ouvert les peintures, les mêmes que celles qu'il utilisait, et j'ai commencé à peindre le lac. C'était terrible, hors de proportion. Les arbres ressemblaient à de gros brocolis. La couleur du ciel n'était pas du tout proche de ce ton orange que j'essayais de capturer. Cela n'avait pas d'importance. Je l'ai signé dans le coin inférieur, non pas avec ses initiales, mais avec les miennes, CAL. Claire Ashford. Je l'ai accroché au mur à côté de ces 9 tableaux. Le 10e, le pire de tous, et d'une certaine manière, celui qui avait le plus de sens là. J'ai appelé Megan cette nuit-là. Merci, ai-je dit, pour le canapé, pour la voiture empruntée, pour m'avoir rappelé que la cabane existait. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis resté assise sur le porche jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Le lac a disparu petit à petit. D'abord les couleurs, puis les formes, puis tout. Tout ce qui restait était le bruit de l'eau qui clapotait contre le quai de mon grand-père. La patience n'est pas attendre. C'est savoir ce que l'on attend. Je n'attendais plus. J'étais exactement là où je devais être. Si cette histoire a eu un sens pour vous, si vous avez déjà recommencé de zéro, si quelqu'un a un jour sous-estimé votre valeur, si quelqu'un vous a un jour laissé quelque chose qui n'a pris tout son sens que lorsque tout s'est effondré, abonnez-vous. Car ce n'est qu'une des histoires que j'ai à raconter. Et les prochaines vous surprendront.